Aujourd'hui, je reçois les développeurs du jeu Die, du studio de développement Neosia Entertainment. On est donc dans l'indépendance complète parce que quand on tape Neosia Entertainment sur Google, on a en premier lieu les pages Twitter et YouTube et en second lieu les comptes créés sur différents sites de type profil CV. Vous savez, comme IMDb qui référence les acteurs et qui liste leurs films ou autres, mais là pour développeurs de jeux vidéo. Bon, rapide présentation, le jeu Die, jeu indépendant, sorti le 20 février 2019, développé par Neosia Entertainment et édité par Valentin Bertolino, est un jeu de combat multi-local où vous incarnez un petit personnage, une espèce de bonbon, et le but du jeu c'est d'être le premier à mourir. Voilà, là où on attendrait d'un jeu de combat que ce soit le dernier debout qui gagne, et ben non, là faut être le premier à mordre la poussière. Alors c'est un paradoxe amusant parce que en termes de gameplay ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire dans les jeux de combat. Mais les mécaniques de jeu aident à comprendre tout de même. Dans les modes de jeu, un peu à la manière de Worms par exemple, on peut choisir d'ajouter des handicaps. De temps en temps, quand on se bat, il peut y avoir des bombes qui tombent sur le terrain, des pics qui sortent des murs ou des flèches qui sont tirées à l'horizontale. Grâce à cette fonctionnalité d'ajouter des handicaps, on peut choisir de faire en sorte que l'apparition des bombes soit doublée par 2, par 3, voire même par 5. Vous vous doutez bien que dans un jeu où le principe c'est de se foutre sur la gueule pour mourir, c'est marrant de voir les gens courir sur les bombes plutôt que de les éviter. Le jeu se part donc d'atours comme ceci avec des modes de jeu, une difficulté variable parce qu'on peut ajouter des IA, l'ajout de handicap et la personnalisation d'avatar. Donc comme je l'ai dit, je reçois aujourd'hui les développeurs de ce jeu. Bonjour messieurs, dames. Hello. Bonjour. Bonjour. Bon alors, dans un premier temps j'ai une question facile, c'est pas une question piège, attention. Est-ce que vous allez bien? J'ai pas révisé. Ah là. Oui, ça va. Ça va. Même dans ces temps particuliers pour vous, ça va? Parfaitement. On est Parfait. des confinés de base, alors moi je bouge jamais de chez moi. Très bien. Est-ce que j'ai le droit à un appel à un ami? Tu peux si tu veux. Tito, est-ce Oui. que je vais bien? Dure question. C'est vrai qu'on nous avait demandé de garder un peu de sérieux, et bah dis donc, c'est fou comme on arrive bien à suivre. Hein. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Bon alors, merci à vous déjà dans un premier temps d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir de recevoir des gens qui sont dans l'industrie du jeu vidéo, parce que et donc dans le jeu vidéo, parce que c'est un petit peu le thème principal de ma chaîne. Donc pour la première question que j'aurai pour vous, elle est assez simple celle-là aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, qui êtes-vous, d'où venez-vous, et surtout le plus important, quel est votre rôle au sein du studio de développement? Qui commence? Vous pouvez commencer dans l'ordre que vous voulez. On va dire moi, voilà. Le chef, allez, bonjour. le chef. Bonjour, je m'appelle Valentin Bartolino, je suis lead game designer. Enfin, c'est juste le nom qu'on me donne dans le studio. Ce que je fais, c'est un peu de tout. Je fais de la programmation, je fais des graphismes, je fais de la musique, je gère un peu toutes les équipes, tout ça. Je suis un peu le grand Manitou de la chose. D'accord. Sans vouloir me vanter. Très bien. Bah, Tito, vas-y. Ou Tito, moi Cam, vas-y. Allez, Cam, vas-y. Allez, c'est moi. Du coup, bonjour, parce que la politesse c'est bien. Je m'appelle Camille Roger, je suis graphiste dans le studio et en règle générale, ouais, je dessine. Point. Très bien. Simple et efficace. Effectivement. Bonne description. Donc vas-y, Tito, je t'en prie. Donc moi je m'appelle Tito Loras. Du coup je suis dans le studio parce que ces personnes sont mes amis et moi je sais pas faire grand chose dans ce milieu-là, mais on va dire que j'ai de l'imagination et du coup ça aide techniquement. Et du coup à force de discuter et à donner des idées, des fois il y en a qui sont retenus et du coup voilà. D'accord. On m'a dit que tu étais game designer. Alors techniquement c'est ça, parce que voilà, il faut bien me trouver un nom technique. Mais ce que j'explique globalement quand je suis en convention, c'est que sans Valentin, il y aurait rien. Sans moi, il y aurait pas des petits trucs. Ok. Ah. Exact. D'accord. Parce que moi j'apporte des idées, j'apporte des infos ou des propositions. Souvent elles sont pas acceptées, mais ça donne du grain à moudre pour le projet pour avancer petit à petit. D'accord, celui qui apporte le détail, quoi.
On va dire ça, mais voilà. D'accord. Après, il n'y a pas que Tito qui fait ça. Un peu tout le monde apporte du grain. Voilà, sauf que comme je sais pas dessiner, que je sais pas composer de la musique ou quoi, on va dire que c'est moi qui suis game designer, mais tout le monde l'est plus ou moins. En D'accord. fait. Très bien. D'accord. Ok, très bien. Donc vis-à-vis de votre studio, je me suis renseigné un tout petit peu. Je peux dire que Die, ça n'est pas votre première création. Vous avez un autre jeu vidéo à votre actif. Oh non. Et oui. Oh non. Eh oui. Qui s'appelle Super 123 ou Super 123. Grande question. D'accord, très bien. Bon, en plus, j'ai vu qu'il y avait. Bon, d'accord, non mais vous en faites pas. Je vous laisserai réagir après à ça. En plus, bon, c'est quand même une espèce de petite blague interne, hein, j'ai vu, parce que il y a la configuration requise sur Steam qui parle beaucoup d'1, 2, 3. Bref, j'ai vu que 1, 2, 3, c'est un petit peu une espèce de jeu d'horreur avec un gameplay à peu près similaire à Undertale. Je peux me tromper de ce que j'en ai vu. Bon, ma question pour vous, elle est assez simple. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le milieu du jeu vidéo? Ça fait combien de temps que c'est votre projet de vie? Et quelles sont vos inspirations? Donc, je t'en prie, Valentin, commence. Oui, alors moi, c'est assez spécial parce que je n'ai aucun souvenir du moment exact où j'ai commencé. Oui. Je me souviens de mon premier projet, dont je parlerai pas ici parce que j'ai envie de l'oublier et l'enterrer à jamais. Mais c'était au collège. Il y a un milieu collège que j'ai commencé à créer mon premier jeu vidéo. Et ensuite, je suis allé de projet en projet. En fait, d'annulation de projet en annulation de projet. Ça marche souvent comme ça. Arrivé là où je suis aujourd'hui. D'accord. Vas-y, Cam, je t'en prie. Alors au début, du coup, c'est Valentin qui est venu me parler du coup pour que j'entre avec lui du coup dans le studio. C'était au lycée et depuis je bosse avec lui. Je pense que j'ai un tout petit peu bossé sur Super 1, 2, 3 vers la fin. Je l'ai aidé sur plusieurs projets qu'il avait commencé. Au niveau du parcours, du coup, moi j'ai fait un IUT métier du multimédia et de l'internet que je viens de terminer. Enfin, je suis en stage. Et l'année prochaine, je vais faire des études dans l'infographie dans le jeu vidéo, donc c'est assez spécifié. Pour les inspirations, au niveau du dessin, je m'adapte forcément à ce qu'on me demande. Donc forcément, pour Die, j'ai regardé déjà les dessins qui avaient été faits et j'essaie de faire en fonction. Mais en règle générale, j'aime bien tout ce qui est pour les jeux vidéo, c'est surtout Professeur Layton que j'aime beaucoup. Et sinon, j'aime bien les inspirations un peu manga, animé. D'accord. Tito, vas-y. Du coup, ouais. Alors moi, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur un truc, c'est-à-dire qu'on est tous, enfin pas tous, mais en tout cas, nous ici, on est assez jeunes quand même. Et par exemple, moi du coup, je suis rentré en contact avec Valentin au lycée, parce qu'en fait, c'est une histoire un peu compliquée, mais on est voisins, et on se connaissait pas du tout. Et sauf qu'au lycée, j'avais un pote qui était pote avec un pote qui était pote avec Valentin. Et du coup, on s'est croisés tous les deux et on fait hey, mais en fait on habite dans le même coin paumé. Et du coup, on est rentré ensemble, on a pris le bus ensemble, on a discuté. Et au bout d'un moment, il m'a dit bah viens travailler. Enfin, j'aime bien tes idées, ou je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais je me suis retrouvé à bosser sur Super 1, 2, 3. Pour le coup, Super 1, 2, 3, c'était une grande inspiration Undertale. Hein, oui. Faut pas le cacher. Hein. Je ne me suis pas trompé donc. Non, complètement. Par contre, sur le côté jeu horreur, c'est plus complexe que ça. Je pourrais te parler de Super 1, 2, 3 pendant très longtemps, mais c'est pas vraiment le sujet. Non, c'est pas le sujet. Mais tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Si tu veux développer ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu peux y aller. C'est nos origines. Bah, c'est nos origines. C'est-à-dire qu'à la base, c'était un jeu sur calculatrice fait par un pote à nous qui a plus ou moins disparu dans les limbes. Hein. Personnellement, j'ai plus trop d'infos sur comment il va, mais bon, bref. Donc, ce pote a fait un jeu sur calculatrice où juste il y avait un gars qui nous parlait et fallait répondre à ces questions. On avait 3 choix et du coup le jeu se jouait avec les touches 1, 2 ou 3.
Ah. Puis après, donc Valentin s'est dit, bah c'est sympa et tout, on va le booster et on va partir dans un gameplay plus large où enfin il y aura des petits puzzles, des petits trucs machin, complète pour le coup vachement plus inspiré de d'Undertale parce qu'à la base bon voilà, c'est un jeu sur calculatrice. Et donc nous on a développé un univers, on s'est inventé des trucs et tout. Pour te dire jusqu'où c'est allé, on est allé jusqu'à contacter Brigitte Lecordier et enregistrer des trucs avec elle. Énorme. Donc on a des enregistrements de Brigitte Lecordier pour Super 1, 2, 3, mais c'est un jeu qui était tellement énorme, tellement gigantesque, tellement incroyable qu'il était irréalisable en fait. C'est-à-dire que si on l'aurait fait, ça aurait été le meilleur jeu de tous les temps à un point de vue intersidéral. Mais pour faire ce résultat-là, on n'avait pas les capacités du tout parce que bah on était 5, puis après on s'est dit bah on a besoin de plus de monde, du coup on est passé de 5 à 50 et là c'est parti en cacahuète parce qu'il y avait trop de personnes et puis au final on a abandonné le projet parce que c'était plus dans nos cordes. D'accord. Donc empêché par l'ambition. Exactement. D'accord, je comprends. Mais ce qui est intéressant à retenir là-dedans, en tout cas pour moi, c'est que nous on fonctionne beaucoup sur les concepts. Parce que Super 1, 2, 3, du coup, c'est un jeu sur le principe, c'était de jouer seulement avec les touches 1, 2 et 3 du clavier. Oui, logique, oui. Et pour Die, donc c'est un jeu de combat où le principe c'est de mourir en premier. Oui. Bah, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard sur Die. Ne t'en fais pas. On y reviendra plus tard. Je n'en doute pas. Ne t'en doute pas. Voilà, c'est juste que pour dire que les concepts, c'est quelque chose qui nous tient assez à cœur de partir sur un concept et de développer un truc après. C'est ce que m'avait dit un petit peu Valentin lorsqu'on s'était entretenu la première fois. C'est l'idée de faciliter la prise en main voilà. pour le joueur. D'accord, très bien. Bah, je vous remercie. Il va avoir un truc original. Et après, niveau inspiration, personnellement, moi j'aime énormément le lore de tout. C'est-à-dire que je suis un énorme lore fan. Genre, le lore de Pokémon, sur le bout des doigts. Le lore de Warcraft, pas sur le bout des doigts, mais j'aime bien. Magic the Gathering, je suis chaud. Skyrim, je suis chaud. J'aime, enfin voilà. Bon, d'accord, on ne l'arrête plus, c'est bon. C'est ça. Bon, d'accord, très bien, très bien. Et je parle beaucoup pour l'interview. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait du temps, c'est bon. Bon, d'accord, très bien. Bon, j'avais une autre question, et là on va plus s'intéresser à votre statut d'indépendant. Bon, au cas où, pour les personnes du public qui seraient totalement inconnues au terme d'indépendant, le fait d'être un créateur indépendant, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma ou toute autre forme de création artistique, ça veut dire que dans la production, vous pourrez me corriger après si je me trompe, mais dans la production, on n'est rattaché à aucune grosse structure qui nous assure des moyens financiers et techniques pour la réalisation d'un projet. Donc, ma question pour vous, donc, qui êtes en plein dedans, lorsqu'on est indépendant, à quel genre d'obstacles on est confronté? Est-ce que c'est dès lors de l'apprentissage? Parce que voilà, le codage informatique, c'est toute une formation, et ça a un coût en plus de ça. C'est un peu comme apprendre une langue, ça se fait pas en un claquement de doigts. Après vous me direz, bon on peut se former en ligne, mais bon, apprendre en ligne, ça veut dire apprendre par soi-même, donc ça peut être plus long et pas forcément évident. Est-ce que c'est dès lors de la recherche de collaborateurs? Est-ce que c'est la recherche de financement? Ou bien est-ce que c'est encore la communication? Je vous laisse partir. Valentin, je t'en prie, tu peux commencer. Pour moi, le plus dur en étant indépendant, c'est le fait d'être seul au début. On ne sait vraiment pas où partir, quoi faire, comment ça marche. Et c'est un peu la galère pour tous les développeurs. Il y en a certains qui ont déjà une équipe, qui ont déjà certains jeux, mais par exemple dans mon cas, j'étais seul dans ma chambre avec un logiciel. Voilà, c'est tout. Que je ne savais même pas utiliser. C'est ce que je dis, le codage, ça s'apprend. Donc du coup, j'ai dû essayer d'apprendre tout seul. Enfin, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de projets. Les développeurs indés, souvent, ils ne savent pas du tout où aller. Par exemple, moi, quand j'avais fait mon premier jeu, j'étais en mode ouais, j'ai fait mon premier jeu. Mais où est-ce que je le mets? Oui. Comment je fais pour que d'autres personnes puissent y jouer? C'est ça, on avance à tâtons. Voilà. Exactement. À chaque étape, on se dit ok, où est-ce qu'il faut que j'aille?
Dès que je voulais commencer à faire des graphismes, je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on contacte des graphistes? Comment est-ce que ça marche? C'est vraiment apprendre. Tout apprendre. Il faut juste beaucoup de temps pour devenir développeur indé. D'accord. Parce que lorsque on travaille en entreprise, on travaille pas forcément avec des langages que l'on connaît, avec des personnes que l'on connaît. L'entreprise, par exemple, te donne une période pour t'apprendre tout. Comment marche l'entreprise, comment marche l'organisation, comment marchent les logiciels que tu vas utiliser, etc. Logique. Alors en fait, le statut d'indépendant, je l'ai. Enfin, c'est surtout Valentin du coup qui peut en parler parce que du coup moi c'est surtout je dessine pour lui, il me demande quelque chose, je le fais au tout début c'était vraiment j'étais graphiste d'urgence, il me disait excuse-moi tu peux me faire une flèche et je lui faisais des flèches et après je lui passais c'est tout et du coup je pourrais essayer de parler indépendant en tant qu'artiste là pour l'instant je poste juste quelques dessins sur Twitter et Instagram et j'essaie peut-être de temps en temps essayer de glisser des trucs en mode vous voulez pas m'acheter des dessins? Non, c'est pas grave. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu dur, c'est surtout au niveau vu que comme il avait dit, on démarre un peu de rien, on est un peu seul. C'est surtout essayer de se faire une réputation, se faire un nom pour se faire reconnaître en fait, pour voir que pour pas passer au milieu de plein de personnes et être oublié quoi. Donc c'est sûr au début c'est vraiment dur, mais là c'est vrai qu'on commence à prendre de l'ampleur parce que non seulement on essaie d'être présent sur tout ce qui est réseaux sociaux, mais aussi on fait les conventions et les conventions, les gens ils se souviennent beaucoup plus de nous quand physiquement plutôt que quand on fait un post ou un truc dans le genre, c'est sûr. Donc ça fait des relations et tout. Et en plus, on rencontre des gens au cours des conventions et après, ces gens, on peut les intégrer aussi au studio. Il y a certaines personnes qu'on a rencontrées par les conventions. Donc j'ai pas de conclusion. Je sais pas où je suis allée. Non mais t'en fais pas, c'est pas grave. De toute façon, la communication, etc. On pourra en parler un petit peu plus tard. Mais si tu veux réagir un petit peu plus par rapport aux obstacles que tu as pu rencontrer en tant que graphiste, tu peux aussi. Hein. Donc ça peut passer par exemple. Je sais que les graphistes utilisent beaucoup des tablettes. Donc par exemple l'achat d'une tablette, ça se fait pas non plus comme ça. Donc je t'en prie, vas-y, c'est le principe de la question. D'accord. Alors, au niveau de la tablette, ça va, j'avais reçu une tablette pour un anniversaire au collège, je pense, et j'ai toujours la même qui est rafistolée au scotch. J'ai que cette tablette-là pour l'instant et je la manie assez bien. Maintenant, au début, j'étais sur un logiciel payant de dessin. Après, j'ai pris Krita qui est gratuit, mais que j'arrive à manier aussi. Et il y en a qui dessinent sur Photoshop aussi, mais du coup, j'ai essayé de trouver un logiciel de dessin que j'ai essayé de vite apprendre pour pouvoir être efficace le plus vite possible et pas rester parce que dans le jeu vidéo, c'est vrai, on peut scanner les dessins et après les remettre, mais c'est plutôt plus facile d'avoir directement quelque chose de numérique, donc il faut assez vite s'adapter à ça. Après, pour ce qui est du dessin, de l'apprentissage, j'ai surtout fait de l'autodidacte. J'ai pris des petits cours par-ci par-là pour la perspective et tout, mais c'est surtout de l'autodidacte. Donc ça, c'était pas vraiment un obstacle parce que quand c'est une passion, en fait, tu le pratiques tous les jours. Donc au bout d'un moment, si t'as le plaisir de le faire, c'est bien. Tu avances en même temps. T'es passionné par ce que tu fais et t'arrives à évoluer. Donc c'est bien. Au bout d'un moment, tu vois ton travail et t'es fier de toi, quoi. Donc ça va. Mais vraiment l'obstacle pour être vraiment indépendant et du coup pour gagner de l'argent parce que c'est bien l'argent, c'est sûr que c'est surtout le truc de la réputation qui pêche, qui est un gros problème. Après aussi, il faut toujours essayer d'apprendre un peu plus. C'est pour ça que je vais sûrement faire une école pour en apprendre encore un peu plus. Je vais essayer de faire de la 3D pour avoir beaucoup plus de bagages et du coup être encore plus efficace dans l'avenir. D'accord, très bien. Tito, je t'en prie. Niveau indépendant, c'est vraiment Valentin qui a eu les problèmes entre gros guillemets, ou en tout cas qui a rencontré ces questions-là. Mais moi, je pourrais rajouter que niveau argent, après c'est peut-être parce que on réfléchit, on a un peu notre manière de réfléchir aussi, et on est dans un peu dans notre univers, mais par exemple, on a découvert très récemment qu'on pouvait gagner de l'argent réellement en fait avec notre jeu vidéo. Oui. Parce que dernièrement, on a fait la Japan Expo Sud, qui était notre première grosse convention,
En fait, c'est notre 4e convention qu'on fait. Sauf qu'on a fait 2 fois la même, et c'est la première à laquelle on a payé pour y aller. Ah. Parce qu'avant, on pouvait y aller, les 2 premières fois qu'on est allé dans des conventions, on y allait gratuitement parce qu'on n'avait rien à vendre. Mhm. Après, on nous a invités à une convention parce qu'ils ont vu que vu qu'on faisait tester le jeu, ça ramenait du monde et c'était intéressant. Ça faisait de l'animation, tout ça, donc on a été invités. Et pour la Japan Expo Sud, on a dû payer pour nous-mêmes s'inscrire parce que c'est quand même un bon tremplin, il y a quand même pas mal de monde et tout. Bon, même si cette année il y a eu quelques problèmes avec la crise que l'on connaît. Oui. Mais du coup, on était à la Japan Expo Sud et du coup on a dû payer pour faire cette convention-là. Et du coup, vu que on gagne très peu d'argent, parce que même si notre jeu est sur Steam, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'achète sur Steam, voilà. Ah, bon. Voilà. Du coup, on s'est dit, comment faire pour vendre des trucs pour gagner un minimum d'argent, pour au moins se rembourser le voyage plus la place. Oui, au moins ça, quoi. Au moins ça. Au moins ça. Et on s'est dit, mais en fait, on n'a qu'à faire des goodies. Ça marche toujours. Du coup, on a fait des petits badges et tout que Valentin vendait dans son IUT parce que notre fanbase, bon, on va pas mentir, la plupart on les connaît personnellement parce que c'est des gens qu'on connaît, qu'on a dit regarde, j'ai fait un petit jeu vidéo, ça te dit pas tu veux tester, et puis en général ils aiment bien, du coup voilà, donc nos amis machin, de temps en temps on pouvait vendre un badge, 2 badges machin. Mais du coup, à la Japan Expo, on s'est rendu compte que certains badges avaient du succès, puis on faisait tester le jeu, du coup il y en a qui disaient nous on va participer parce qu'on aime bien votre projet, donc voilà. Et on s'est dit on va même vendre des clés Steam en fait, parce que c'est comme si on vendait le jeu, mais on vend pas le jeu parce que on l'a pas en physique, parce que c'est un jeu indépendant sur Steam, c'est compliqué. Du coup on va vendre des clés Steam. Puis voilà, et puis au final on s'est rendu compte que on pouvait gagner de l'argent réellement. Et au final, on s'est remboursé complètement ce qu'on avait payé, en tout cas pour préparer la convention. Et ça a fait un grand pas pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être viable en fait. Oui, je vois. Donc, du coup, ma question par rapport aux recherches de financement, je vois que grâce à des initiatives commerciales, vous avez réussi plus ou moins à pallier à ça. Alors, je dirais pas ça, et si on part directement sur cette question-là... Moi, non, c'est juste pour rebondir, ne t'en fais pas. J'aurais d'autres trucs à dire là-dessus à ce moment-là. D'accord, très bien. On verra plus tard. Ça fait toujours un peu partie de la communication, donc on pourra voir ça un peu plus après. D'accord, très bien. Du coup, toujours un petit peu en lien, j'avais envie de vous demander par rapport à ce statut d'indépendant, quand on est un petit peu dans cet état précaire, est-ce qu'il y a une certaine tentation quand même de se faire rapprocher par des grands groupes? Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a déjà des grands groupes qui vous ont approché, ou est-ce que, au contraire, on dit, non, en fait, malgré les obstacles, on préfère rester indépendant? Alors, je sais pas vraiment. Je devrais répondre à cette question en premier parce que vas-y, pas vraiment. Mais prie. je pense qu'on est trop petit pour qu'il y ait des gens qui nous abordent pour de vrai. Nous, on a essayé nous, on a essayé de contacter des youtubeurs pour avoir visité notre pub, vu que notre premier jeu, Super 1, 2, 3, il y avait Farod qui avait joué dessus il y a longtemps, et puis d'autres petits youtubeurs. Oui, d'autres petits youtubeurs, oui. Voilà. Donc, mais sinon, niveau structure, on n'en a pas vraiment, on s'est pas vraiment fait contacter par, en tout cas, des producteurs de jeux vidéo. D'accord. Est-ce qu'il y a une volonté quand même, du coup je m'adresse à Valentin, est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers un grand groupe, ou plus ou moins d'être un grand groupe? C'est un peu le but quand on est indépendant, c'est de grandir jusqu'à devenir quelque chose de grand, mais sans perdre de vue l'essence du studio, on va dire. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire la passion de faire des jeux vidéo. Mais on s'est déjà fait contacter, par exemple, par des écoles de jeux vidéo. Pour, par exemple, pouvoir
faire des stages pour les étudiants ou même pour faire des interviews pour certains élèves qui veulent en savoir plus. Donc on se fait un petit peu contacter quand même, mais c'est pas énorme non plus. Il n'y a pas Ubisoft qui est venu et qui a fait bon, on vous rachète. Non mais oui, mais Même si- ça se pourrait, sur un malentendu, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais disons que ça fait peur de se faire acheter. Enfin, c'est un peu à double tranchant. En même temps, ça fait plaisir de se dire waouh, on est quand même un studio qui se fait. Enfin, un autre gros studio s'intéresse à nous. Ça veut dire que quand même on est puissant entre guillemets, mais voilà, oui, vous avez de la notoriété. on a de l'influence, mais à la fois on se dit est-ce que ça va pas nuire un peu à nos jeux en fait. Le potentiel Parce que créatif. parce que voilà, le fait d'avoir plus d'argent, le fait d'avoir plus de personnes, plus de matériel, tout ça, est-ce que ça va pas nuire un peu à toute cette idée de faire des jeux avec 3 bricoles? Nos petites mimines. Voilà, nos petites mines. Camille, est-ce que tu veux réagir? Non. D'accord, pas de problème. Eh ben, c'est pas grave. du J'ai tout. pas vraiment dit. En fait, j'ai pas vraiment d'idée. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que c'est presque un peu comme dans le cinéma, tu sais, les petits trucs qui commencent tout doucement. Après, t'as un gros machin qui va les racheter et finalement, ils vont se sentir, que leur création ne les appartient plus. Mais après, on n'est jamais trop sûr de si quelqu'un veut un jour nous racheter, si il va complètement nous supprimer ce qu'on veut faire, ou alors nous laisser totale liberté et juste vouloir nous faire grandir. Ça se trouve, ça peut être ça, on est sûr de rien. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable de rester en mode on est petit et on grandira tout seul et on, on deviendra grand, on sera fier de comment on aura grandi, même si on n'a pas reçu énormément d'aide extérieure. La force de vos bras. Exactement. Très bien. Les petits bébés. Exact. Donc on veut pas devenir rare. Quoi. Oui, c'est ça l'histoire, rare. Ça liste compliqué. Hein. Ouais. Ok, bon, alors, j'avais une autre question. On en a déjà un petit peu parlé en plus avec Valentin. Bon, j'avais une question et la réponse, elle est un petit peu pour moi. J'aimerais vous poser une question en rapport avec la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube. D'ailleurs, bon, je tiens à préciser pour le public, les personnes que j'ai invitées aujourd'hui ne sont pas nécessairement en accord avec les propos que j'ai tenus pendant cette dernière vidéo. Bon, après, libre à vous, membres du studio, de dire si vous partagez mes propos ou pas. On verra ça après, c'est autre chose. Donc, je tiens à préciser par avance que les propos que j'ai tenus, attention, ce n'est pas injurieux, intolérant ou offensant. Hein, voilà. Je tiens à préciser la chose. Dans ma dernière vidéo, je déconstruis l'argumentaire d'un YouTuber qui s'appelle Game Spectrum et qui a fait un documentaire sur la masculinité dans le jeu vidéo. Donc dans ma vidéo, donc, je démontre en quoi cette personne fait preuve de sophisme et de raisonnement fallacieux pour amener son public à penser d'une certaine façon. Là n'est pas du tout le sujet que j'ai envie d'amener. Le sujet que j'ai envie d'amener, c'est par rapport à une chose que dit Game Spectrum. Selon lui, il trouve qu'il y a trop d'hommes représentés dans le jeu vidéo, dans les œuvres et dans l'industrie. Et il considère que pour qu'il y ait plus de jeux vidéo acceptables, il faut que les entreprises aient des quotas quant à leurs employés. Donc, en tant qu'entreprise de jeux vidéo, on a une clause légale, aux yeux de la loi, qu'on est obligé d'avoir des personnes qui soient par exemple des femmes ou des minorités opprimées. Donc voilà, la question que j'avais envie de vous poser à vous qui êtes du coup développeur indépendant, est-ce qu'on peut se permettre de s'imposer de telles mesures? Alors attention, je ne tiens pas à ce que vous exprimiez votre opinion, ça à savoir si c'est bien ou mal, hein, non vraiment. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable en termes de logistique? Avant que vous répondiez, je tiens à préciser que si vous ne voulez vraiment pas du tout répondre à cette question, je peux vous pourvoir d'un veto, vous pouvez dire j'y réponds pas, et ce sera tout à fait acceptable. Je laisse qui veut prendre la parole en premier. Moi, dans mon cas, Vas-y, dans le cas du studio, on va dire,
Notre studio, il est assez particulier vu que on fait pas des choses réalistes. Il n'y a pas des humains, il n'y a pas de, il y a pas de personnages masculins ou féminins. On a juste des personnages cartoon. Donc, c'est un petit peu compliqué de répondre avec ça. Mais je trouve que s'imposer des quotas en tant qu'indépendant, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Parce que tu te bloques sur un quota, justement. Tu te bloques sur un objectif, mais tu peux pas voir au-delà, en fait. Et ça brise complètement le fait d'être indépendant, en fait. Le fait d'être indépendant, c'est d'essayer de trouver des nouvelles idées, de partir dans tous les sens, bosser pendant des mois sur une fonctionnalité du jeu et d'un coup se rendre compte que... Mais en fait, on a cette autre fonctionnalité qui est beaucoup plus fun. Alors on remplace ça. C'est un peu l'avis que j'ai sur la question, mais je sais pas si Tito, Camille, vous avez... En fait, moi j'avais pas compris la question. On parle des gens qui créent les jeux vidéo ou les personnages dans les jeux vidéo? Les deux en fait. Ah d'accord, ok, bon bah super. J'avais pas vraiment compris. En fait, je suis un peu d'accord avec Valentin, comme quoi les quotas, ça bloque, quoi. Et forcément, c'est pas parce qu'on va respecter des quotas que la qualité va être meilleure. Si tu prends une personne dans ton équipe, enfin, si on parle de l'équipe, si tu prends une personne dans ton équipe, c'est parce qu'elle est compétente, quel que soit son sexe ou la couleur de ses yeux. Franchement, c'est forcément la qualité qui prime. Si une personne a une équipe uniquement fait de gars et que c'est parce que il a pu rentrer en contact qu'avec ce genre de personnes et que ce sont des personnes compétentes, on peut pas lui en vouloir. On peut pas dire qu'il est sexiste. Même si on fait pareil, si on fait une équipe, merci, uniquement de filles. Et pour ce qui est dans les jeux vidéo, après ça, je sais pas vraiment en fait comme il a dit, nos personnages là de Dai, ils ont pas de sexe défini. C'est vrai que des fois, quand on les nomme, on dit le jaune, le bleu, le vert et le rose. Et j'avais déjà fait une illustration où je les avais toutes fait en filles. C'est vraiment en fait, on s'en fout un peu de leur sexe. Après, c'est vrai que dans d'autres jeux, c'est vrai, on voit bien que chacun a son propre sexe, mais au pire, c'est pas si grave que ça. C'est vrai, si Lara Croft avait été un homme, il aurait pu être un très bon jeu. Je suppose que ça aurait été un peu Uncharted, mais ça aurait été quand même un très bon jeu. Je parle de jeux que je ne connais même pas en plus. Mais je pense que ça aurait été pratiquement pareil. C'est juste que par exemple, Lara Croft, ça a bien marché en plus parce que c'était bon, on va pas se le cacher, elle est assez bonne. Donc voilà, ça a marché en plus. Mais sinon, il aurait marché tout court si ça avait été un mec, ou même il aurait même marché plus si c'était un mec vachement musculeux. Je veux dire. Mais oui, les quotas, ça bloque la création, je trouve. Après, si on veut en respecter si on se dit toujours, il faut absolument qu'il y ait une fille en personnage principal, parce que ça va faire genre, on est des gens évolués qui mettons les filles en personnage principal, il n'y a pas de bonnes intentions derrière, là c'est juste pour faire le buzz. Franchement, nous on a mis un personnage féminin fort, vous avez vu comme nous on est évolué ou autre chose. Non, tu fais un personnage fille ou garçon, mais c'est juste parce que t'en as envie. C'est comme si tu fais une création sans aucun personnage gay, normalement, on va pas te cracher dessus en disant « Eh, t'es anti-gay !» Non, c'est juste que j'ai pas vu l'intérêt d'en mettre, ou alors je ne voulais pas. Mais ça veut pas dire que tu es anti-gay ou homophobe. Bah voilà, c'est ça, c'est homophobe, j'avais oublié le mot. Voilà. Je pense que j'ai pas dit trop de merde là, normalement ça devrait aller. C'est très bien. Ça va. Moi ça me rappelle un exemple, pour ceux qui ont joué à Uncharted 4. Oui. J'adore absolument ce jeu. Mais il y a un personnage que j'aime pas, c'est Nadine. Nadine qui est littéralement la femme forte, mais qui est là juste pour faire un check dans une liste de personnages à mettre, en fait, de types de personnages à mettre dans un jeu. Elle n'a aucune personnalité, elle est juste là pour parce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit il faut mettre une femme. Ouais, c'est dommage ça. Dommage. Tu sais. Ah, vas-y Tito. J'ai pas grand chose à rajouter parce que c'est plus ou moins ce que j'avais envie de dire. Vous avez déjà dit plus ou moins ce que j'avais envie de dire. Mais j'aurais juste envie de rajouter que choisir le sexe d'une orientation sexuelle, ça rentre dans les caractéristiques principales de son caractère. Donc si tu veux créer un personnage qui a tel ou tel caractère
Enfin, en fait, non, tout simplement. Genre, quand tu crées un personnage, c'est des questions que tu devrais te poser. Bon, nous, on se les pose pas parce qu'on a triché en disant que nos personnages étaient non genrés et leur système de reproduction est un peu complexe. Euh, mais euh, mais sinon, si on prend des personnages humanoïdes classiques, j'ai envie de dire, c'est des questions qui se posent. Et c'est des questions à laquelle on doit répondre. Mais après, ça, pour moi, vraiment, les quotas, c'est juste un frein à tout ça. Parce que tu peux pas tu peux pas faire exactement ce que tu veux si tu t'obliges de mettre des choses dedans. C'est simple en fait. Si tu veux faire un jeu vidéo qui se passe, j'en sais rien moi, dans une station spatiale médiévale avec des barbares qui font des jojo poses, par exemple. Par exemple. Tu peux mettre, par exemple, j'aime beaucoup Jojo Bizarre Adventure. Oui, oui. Tu peux mettre un personnage dedans qui est féminin si tu justifies son caractère. Et également, tu peux faire un jeu d'aventure dans un univers qui se passe sur l'île des Amazones, par exemple. Et par exemple, si t'as un personnage qui est masculin, tu vas pas avoir les mêmes interactions. Enfin, si tu t'obliges à mettre un personnage masculin, ça va pas marcher non plus. À part si tu trouves à part si c'est naturel. C'est-à-dire que à part si toi-même tu te dis ouais, mais qu'est-ce que ça donnerait, et tu te rajoutes du challenge à créer des univers avec. Enfin, tu peux te créer des univers avec des quotas, mais je pense que si tu réfléchis ça comme des quotas, ce sera forcément des limitations. D'accord. Très bien. Je sais pas si j'ai été clair, mais... Si, très très clair. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose éventuellement? Non, c'est très bien, mais c'était juste au cas. Ça va. D'accord, très bien. Bon bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. J'avais un peu peur qu'elle fasse plus débat, mais il y a un consensus. Donc, je vous remercie d'avoir répondu. Elle était pour moi, la réponse. J'en suis content. Donc, je n'ai plus beaucoup de questions. Vous avez développé donc le jeu vidéo Die. Donc, j'ai eu l'occasion d'y jouer. D'ailleurs, je vous en remercie. Je trouve qu'on s'amuse bien. On s'amuse bien sur ce jeu. Moi, toujours plaisir. Donc personnellement, moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer. Bon, le jeu n'est pas terminé. Ça. D'accord, mais de ce que j'ai cru comprendre, vous travaillez dessus constamment pour y apporter de nouveaux ajouts, pour faciliter la prise en main et l'amusement. Donc des nouvelles maps, des ajouts quant à la maniabilité et la lisibilité dans les menus, etc. Vous avez donc une chaîne YouTube, ainsi qu'une page Facebook et un compte Twitter, où on peut vous suivre. J'en profite pour préciser au public que vous pourrez trouver tous les liens dans la description. Ma question pour vous, lorsqu'on est développeur indépendant à l'ère d'Internet, est-ce que c'est facile d'avoir des retours sur sa création, ou est-ce qu'au contraire c'est plus compliqué parce que justement Internet et communication oblige, on doit avoir un minimum de notoriété pour avoir des retours constructifs? Valentin, je t'en prie. Alors, dans notre cas, la majorité des retours qui nous sont faits, c'est grâce à un Discord qu'on a créé, qui s'appelle la communauté de Derpyland, où justement il y a tous les joueurs de Die. Et les personnes qui arrivent ici, en fait, ils arrivent parce que on leur partage le lien, ou avec des cartes de visite qu'on distribue en convention. Donc forcément, les gens qui arrivent sont des personnes qui au moins ont joué ou vu au jeu, enfin vu le jeu. Donc du coup, on a toute cette communauté de personnes qui aiment le jeu d'une façon ou d'une autre. Il y en a beaucoup d'autres, j'imagine, en dehors du Discord, qui ne sont pas là. Mais nous, ça nous aide beaucoup parce que dès qu'on sort une mise à jour, on fait un petit post en disant salut, la mise à jour est sortie, amusez-vous bien, tout ça. Et si jamais vous avez des bugs, n'hésitez pas à venir. On a un salon
dédié spécialement à tout ce qui est bug, retour et idées de la communauté. Parce que la communauté aussi nous aide dans le jeu. C'est un peu notre cadeau que l'on fait. C'est-à-dire si quelqu'un fait un fan art qu'on trouve très beau, et ben ce fan art va pouvoir se retrouver, voilà, on va pouvoir discuter avec l'artiste, mais on va pouvoir lui demander est-ce que ça te dit d'avoir ton fan art en écran de chargement dans le jeu? Des trucs comme ça. D'accord. Camille? Oui, c'est. Oh, pardon, excusez-moi, irritation. Non, parce que oui, Valentin a complètement raison, et c'est vrai que les gens fans de Dai, comme il l'avait dit, c'est souvent des gens que on connaît déjà. Mais des fois, on a des bonnes surprises. Par exemple, j'ai rencontré parfois des gens où je montrais le jeu, ils m'ont dit ah oui, je le connais déjà, et ça fait vachement plaisir quand même de voir des gens qui, du coup, on sait pas d'où est-ce qu'il l'a connu, mais on sait qu'il le connaît, et du coup, on se dit il se répand vraiment tout doucement. Chez les gens, même si c'est pas fulgurant, mais il y a des gens quand même qui arrivent à connaître ça. Et oui aussi, sur Internet, moi je suis pas trop sur les réseaux de Dice, c'est surtout Valentin qui les gère avec tout ce qui est Facebook. En plus j'ai pas Facebook, mais tout ce qui est Twitter et tout le tintouin là, c'est lui qui le gère. Tout ce que, niveau communication, c'est surtout les conventions qu'on fait avec Valentin, parce que on présente le jeu, on explique les règles à chaque fois. Des fois, on a vraiment des gens de tout âge qui viennent y jouer. Il y a les parents qui s'amusent avec leurs enfants. Il y a des gens qui sont intéressés juste de savoir comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Et c'est vraiment bien de voir des gens qui sont intéressés et qui du coup vont essayer nous disent on va essayer de suivre votre avancée, voir jusqu'où ça peut aller. Et ça fait toujours plaisir. D'accord. Tito? Oui, c'est plus ou moins ce que j'allais dire. C'est-à-dire que les retours qu'on a principalement, c'est des retours que j'ai envie de dire qui sont semi-biaisés. C'est-à-dire qu'on a deux types de retours. C'est-à-dire des gens de notre entourage qui ont fait tester le jeu. Par exemple, moi j'ai un petit frère et une petite sœur qui ont respectivement 6 et 9 ans. Qui, quand je les vois et qui prennent du plaisir à jouer à mon jeu vidéo, je me dis c'est cool parce que techniquement c'est des enfants, donc ils sont pas si biaisés que ça, ils vont, voilà, et que moi je prends du plaisir à y jouer parce que il est un peu nerveux et tout. Je me dis ça peut toucher toute cette tranche d'âge là. Mais après quand on est en convention, on voit effectivement plein de gens qui viennent parce que vu que le jeu est assez coloré et tout. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui viennent et qui disent papa, regarde, c'est Splatoon. Non, non, c'était pas Splatoon. C'est pas parce que c'est coloré et tout que c'est forcément Splatoon. Et puis là, en général, on leur explique et tout, ça les intéresse. Puis en plus, les parents, en général, ils sont un peu dépassés de ah, mais en fait, on peut faire des jeux vidéo comme ça dans sa chambre quand t'es là, que tu joues à Candy Crush et que une fois tous les samedis du mois, tu fais je vais jouer à Candy Crush et que tu te retrouves face à 3 pélos qui sont là qui fait oui nous on a fait notre jeu vidéo avec nos copains et du coup on le vend. Ça les intrigue en tout cas. Du coup ils viennent, ils posent des questions et on espère que eux ils en parlent à leur connaissance, à leur entourage, machin et tout. Et donc c'est ça, c'est que ça joue avec le bouche à oreille. Après le jeu est sur Steam. Donc, on espère peut-être qu'un jour Steam va nous mettre en avant par un biais de circonstances incroyable. Plus il y a des gens qui sont les Steam curateurs, qui en a 2 qui nous ont contactés pour noter notre jeu et en faire des critiques sur la plateforme. On essaye de faire notre petit bonhomme de chemin. Petit à petit, plus il y a les réseaux sociaux bien sûr, puis on essaye de se mettre en contact avec des trucs comme ça. Mais par exemple en convention, parce que on se balade, on essaye de rencontrer les autres exposants aussi. On a croisé, on a pu croiser des dessinateurs, des dessinateurs et plein des cosplayers et tout, mais aussi d'autres personnes qui développaient. Où il y a des personnes qui passaient et qui nous demandaient ah mais en fait vous le faites sur quoi, c'est quoi votre logiciel sur lequel vous avez développé ça, ou c'est quoi votre langage de code. Donc moi j'ai appris
j'ai appris ma leçon et du coup je sais ce que c'est parce que bah, je suis pas du tout développeur. C'est donc du C++ visualisé. Voilà. D'accord, on va tout savoir. Exactement. Mais du coup, c'est... Enfin, on essaye de faire nos petits bonhommes de chemin en parlant le plus possible autour de nous et en... Enfin ça, on essaie de faire le plus de bouche à oreille possible, mais on n'a pas énormément de retours. Mais en fait, le plus gros problème qu'on a au niveau des retours, c'est qu'on a très peu de retours négatifs. Oui. Du coup, ça peut être bien parce que tu as fait ouais, bah ton jeu il est super. Et je fais ouais, mon jeu il est super, mais donne-moi des trucs pour travailler avec, si tu veux. C'est-à-dire que Comment je l'améliore? comment on l'améliore, c'est-à-dire que on a ce problème-là, c'est-à-dire que les gens ils viennent nous voir, ils font trop bien, j'achète. Je fais bah merci, tu nous donnes ton argent, on veut bien, mais pourquoi c'est trop bien, enfin, ou, Oui. explique-nous en fait. Et du coup on se retrouve dans des situations où on est un peu, c'est un peu comme ce qu'on disait avant sur être indépendant, qu'on est tout seul, c'est-à-dire que on est là et on se retrouve à essayer de tout seul d'améliorer des trucs que bah, nous on les fait donc on n'est pas objectif. Mm. Et on a besoin de retours pas forcément négatifs en mode c'est de la merde, vous ferez jamais rien dans votre vie, ça c'est pas intéressant, mais des trucs négatifs mais constructifs en tout cas. Critique. Voilà. Disons que notre jeu il marche, mais on sait pas pourquoi. Bon, C'est bah, ça le problème. moi je ne vous souhaite que ça, hein, que ça puisse aller encore plus de l'avant, de toute façon. Ah bah nous aussi, mais on aimerait bien savoir pourquoi en Oui, fait. mais oui, mais oui. Bah, gardez votre méthode, j'ai envie de dire. Bon bah d'accord, bon bah merci beaucoup. Bon alors j'ai encore deux petites questions. Bon donc du coup, une autre question. Le futur de DAI, comment est-ce que vous l'envisagez? C'est con, le patron il est parti. Bah oui c'est con, mais bon, tant pis. Bah, on va répondre. Bah, je veux bien prendre le relais. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Pito, prends le micro. Ouais, yes. J'ai le bâton de parole. Nice. Du coup, niveau futur de DAI, déjà niveau futur du studio en général, on va continuer à bosser sur DAI clairement. Et on essaye de faire un mini projet à côté parce que pour varier un peu les plaisirs en fait, tout simplement. Mais après niveau DAI en lui-même, il y a plein de trucs à améliorer. Il y a plusieurs maps à changer, à ajouter en fait principalement. L'objectif. Alors attends, déjà il y a les prochaines. Je peux te parler des prochaines mises à jour, même si Valentin. Oui, vas-y, je t'en prie. Parce qu'il bosse là-dessus déjà. Mhm. Là, les prochains projets, c'est de changer les menus. Mhm. Et de changer les menus et d'ajouter un tutoriel. Parce qu'on s'est rendu compte que, enfin on s'est rendu compte principalement en convention, qu'on expliquait énormément ce qu'il fallait faire. Et que parmi les rares retours qu'on a eu, on nous a dit mais en fait c'est pas assez clair comment, quand t'es tout seul chez toi et que nous on n'est pas là pour t'expliquer, comment est-ce que ça fonctionne en fait. Du coup on va rajouter un tutoriel pour expliquer ça, qui va se lancer au début du jeu la première fois, et puis après on pourra l'activer dans les options, un truc assez classique. Mhm. Et sinon après, l'ultime de quand le jeu il sera fini, personnellement en tout cas, même si je sais que ça tient aussi pas mal au cœur de Valentin, c'est de rajouter un mode histoire, un mode aventure, parce que même si enfin en tout cas un mode campagne, parce que si on n'a pas d'amis pour jouer avec toi, Mhm. t'es un peu tout seul à essayer. Bon maintenant il y a les bots, mais tu peux toujours, enfin c'est moins intéressant. Alors que si on rajoute un mode aventure, déjà il y a un peu plus d'histoire, il y a un peu plus de matière à travailler avec le jeu. Parce qu'une fois que t'as fini une campagne, bah tu peux la refaire, tu peux speedrun, tu peux faire le 100%. Enfin, ça rajoute forcément énormément de contenu, mais en même temps ça rajoute énormément de travail. Du coup on bosse dessus, mais voilà, c'est dans le futur de DAI, on aimerait bien rajouter un mode aventure. D'accord, très bien. Et toi Camille?
Moi, du coup, je sais que pour ce que je dois faire, moi, c'est surtout du graphisme. Après, je sais que Dai va évoluer comme a dit Tito, parce que oui, je suis un peu au courant de tout ce qui est prévu. Je sais que j'ai commencé à bosser sur, enfin, ça faisait un moment, mais j'avais bossé à des nouvelles maps dans lesquelles, en fait, on essayait de garder un peu l'esprit des premières, mais en modifiant certains designs pour que enfin, que chaque map ait sa personnalité. Après, oui, le projet qu'on commence en parallèle, du coup, dans le studio, j'y ai pas mis les pieds, donc je vais pas parler si je sais pas. Parce que je suis une grosse feignasse qui coupe les notifications Discord parce que j'ai envie de regarder mes vidéos YouTube en paix. Je suis une connasse. Et du coup, oui, bah, c'est vrai qu'il y a plein de mises à jour qui sont prévues pour Dai. Les dernières mises à jour qu'on a fait, c'était surtout au niveau de l'esthétique. Tout ce qui était, par exemple, pour mieux voir qui gagnait à la fin d'une manche ou la luminosité et tout. Mais là, les prochaines mises à jour, je pense que ça va être beaucoup plus visuel enfin visuel, c'est-à-dire, bah, comme elle a dit, le tuto. C'est vrai que bon, on va pas venir chez les gens pour leur expliquer le jeu. Déjà qu'on le fait 150 fois par jour en convention, c'est un vrai plaisir. Alors, à la fin, on est des robots. Ah oui, Et, ah non, je me doute, ouais. ce qu'on fait, c'est qu'on prend les gens qui sont déjà venus jouer et on les fait expliquer le jeu à notre place. On fait ça, et aussi les exposants qui sont à côté de nous, qui n'ont entendu faire ça pendant 2 jours, à la fin, ils peuvent le faire. Très Et, bien. la dernière fois, pour la Japan Expo, c'était très drôle parce que on avait une très gentille dame à côté de nous qui vendait des badges. Et à la fin, elle en pouvait plus. Vraiment, elle était là, et à chaque fois qu'on commençait, elle savait qu'on était parti pour 10 minutes et que c'était long. Aïe, aïe, aïe. Bon, vrai d'accord, que- très bien. Oui, pardon, Concrètement, il vas-y. n'est pas compliqué le principe, c'est juste que en fait, faut bien le comprendre parce que vu qu'il y a des fois il y a 2 modes, bah, du coup les gens ils sont un peu perdus, ils disent mais pourquoi attends je suis en train de gagner ou je suis en train de perdre? Non attends, faut qu'on t'explique. Donc Ouais, bon. c'est vrai que il y a une adaptation. D'accord, très bien. Bon, bah, merci. En plus, vu qu'on est en convention, en plus, il rajoute le côté, il faut qu'on l'explique suffisamment rapidement, Oui, Oui. pour pas que les gens partent, mais Au revoir. suffisamment expliqué pour que ils comprennent quand même. Oui. Donc, enfin voilà. d'accord, très bien. Bon, ah, voilà, il est Et le revenu. patron est revenu. Le boss est revenu. Oui, le retour. Hello. Oui. Hello. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Valentin? Pas vraiment, je pense qu'ils ont bien expliqué. Enfin, il y a juste sur les prochaines mises à jour. Mhm. Enfin, moi personnellement, je me suis rendu compte que on joue au jeu, c'est très rigolo. Tu fais des parties, tout ça, tu rigoles avec tes amis, mais après, c'est bon, t'as joué, Oui. c'est tout. Il y a le jeu, tu joues, t'arrêtes d'y jouer, c'est tout. Je sais Et où du tu coup, veux en venir. Du coup, je me suis posé la question de comment faire pour rajouter de la matière autour du jeu, en fait. Pour donner envie aux joueurs de revenir, pour essayer de faire en sorte que quand ils font des matchs, ils gagnent des trucs, etc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on commence à travailler sur des skins, des nouvelles maps, des nouveaux modes de jeu, des écrans de chargement, Mhm. par exemple, des artworks de certaines personnes qu'on aime beaucoup, qui seront débloquables avec une monnaie qu'on peut gagner, un peu comme Smash Bros en fait. D'accord, très bien. Bon, bah, ça Du coup, va l'air. c'est ajouter du contenu autour du contenu. D'accord. Bon, bah, c'est prometteur en tout cas. Bon, alors attention, dernière question. Bon, celle-ci, je sais, j'en suis sûr, elle va diviser. Voilà. Voilà. J'espère que vous êtes prêts, hein, attention. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Je peux appeler un ami. Ah non, cette fois-ci, le Joker est déjà passé. Je suis désolé, là, c'est plus possible. Mince. Le 50-50, je vais demander aux gens autour de moi. Il y a personne. Non, franchement, oui, on a passé un très bon moment. Et puis c'est bien aussi de parler parce que, comme Tito le dit, on parle beaucoup et que ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui raconter ce genre de choses et d'être fier de son travail. Bon, Enfin, parfait. Personnellement.
Parfait. Bon bah voilà, donc c'était une interview du studio de développement Neosia Entertainment. Le jeu Die est un jeu de combat multilocal et est disponible pour 3,99€ sur Steam. J'invite le public à vous suivre et à vous encourager dans votre démarche et d'aller essayer votre jeu. Je vous remercie à tous d'avoir accepté l'invitation, et si vous avez un dernier mot, c'est le moment, c'est tout de suite. Attention, allez-y. Patate. Brouette. Parfait. Ah non, mais trop tard, non, il y avait un coche, fallait pas le rater. Yes. Je l'ai eu. Enfoiré. Moi j'ai dit brouette, elle était bien la brouette, purée. Moi je voulais déjà racheter le jeu, on est gentil. D'accord. C'est pas un mot là, il y a beaucoup trop, c'est une phrase. Ah non, ça va. Je vous remercie à tous, et je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye. Bye Bye bye. bye.